Le journal de Télémiroir, ce soir, c'est avec Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. On va revenir sur le Nîmes Olympique, les derniers avatars, avec le départ de Jean-Luc Vanocchi, l'arrivée de Jean-Michel Cavalli. Les grèves dans les lycées, ça pourrait s'arranger après la décision de Xavier Darcos de repousser sa réforme du secondaire. Grève également du côté de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Et puis l'Assemblée générale de l'Union des villes taurines de France, ce sera pour la fin de ce journal, Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre ce journal par la présentation ce midi du nouvel entraîneur du Nîmes Olympique, 24 heures après le limogeage de Jean-Luc Vanocchi de la direction de l'équipe première après la défaite samedi soir au Costières face à Bayonne. Le président du club, Jean-Louis Gazot, a officialisé l'arrivée de Jean-Michel Cavalli. Âgé de 49 ans, celui-ci est le père du milieu de terrain nîmois, Johan Cavalli. Jusqu'en février dernier, Jean-Michel Cavalli était l'entraîneur du club marocain du Wydad de Casablanca. Lui qui avait dirigé l'équipe du LOSC entre 1994 et 1997. C'est donc un homme d'expérience auquel Jean-Louis Gazot a fait appel afin de sauver la saison du Nîmes Olympique et ainsi espérer se maintenir en Ligue 2. Des contacts avaient également été établis avec René Girard. Jean-Michel Cavalli pourra compter sur l'appui de deux membres du staff technique du Nîmes Olympique, Jean-Marc Sibyl, l'entraîneur des gardiens, ainsi que le préparateur physique Jérôme Arpinon. C'est d'ailleurs en présence de Jean-Luc Vanocchi que le nouvel entraîneur des Crocos a été présenté à la presse. Je vous propose bien d'écouter justement la réaction de Jean-Louis Gazot à la suite de cette nomination au micro de Pierre-Paul Castelli. Donc nous sommes réunis hier soir après le match et puis aujourd'hui. Et donc j'ai pris la décision de le suspendre de ses fonctions d'entraîneur. Dans la foulée, effectivement, Thierry, qui était surtout là parce que Jean-Luc était présent, a exprimé le désir de se retirer, chose que j'ai acceptée. Alors ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment avec beaucoup de regrets que je me sépare de Jean-Luc. Nous avons vécu une aventure humaine sensationnelle la saison passée, il ne faut pas l'oublier. Et cette saison a été difficile pour tout le monde, mais Jean-Luc a bien fait son travail et je ne peux que regretter ce départ. Et puis toujours concernant le Nîmes Olympique, je vous confirme l'information que nous vous donnions ce midi. L'attaquant nîmois Boubacar Kébé s'est engagé aujourd'hui avec le Racing Club de Strasbourg. C'est le premier départ du mercato d'hiver qui se prépare. Selon Jean-Louis Gazot, 3 ou 4 joueurs, dont 1 ou 2 attaquants, devraient renforcer l'effectif des Crocos pendant la trêve de Noël. La vie continue au Nîmes Olympique. Jean-Luc Vanocchi sera finalement resté 1 an et 10 jours à la tête de l'équipe première. La défaite à domicile samedi soir 1-0 face à Bayonne dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France a pesé lourd dans la décision présidentielle. On écoute l'ex-entraîneur des Crocos au micro de Pierre-Paul Castelli. Qu'est-ce qui vous a manqué? C'est les poteaux, les arbitres ou certains joueurs qui se sont peut-être moins investis que d'autres? Qu'est-ce qui a manqué? La chance? Je pense que le début de saison était le détonateur, le révélateur de la suite. Voilà, des pépins physiques avec le fils de Jean-Michel, Cédric, des suspensions, des erreurs d'arbitrage. Et puis après, on est tombé dans un cycle assez compliqué. Et je pense qu'il manque pas grand-chose et c'est pour ça que je suis hyper optimiste pour le club. C'est que je pense qu'avec un nouvel entraîneur, beaucoup de joueurs, parce qu'il y en a quand même qui travaillent peut-être un peu moins ou pas assez, vont se remettre à travailler, relever le challenge avec le club parce qu'ils sont quand même salariés. Et ce que je peux simplement dire aux joueurs, c'est de laisser le club là où ils l'ont trouvé. Ceux qui étaient là l'année dernière, de le laisser là où ils l'ont amené. Et ceux qui sont arrivés, de le laisser là où ils l'ont trouvé. C'est la moindre des choses qu'ils peuvent faire vis-à-vis de leur employeur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, vous, Jean-Luc Vanocchi? Je pars en vacances vendredi, 4-5 jours avec famille. Je retourne vers Megève là-bas. Et puis après, voilà, on va attendre que le téléphone sonne. Mais j'ai besoin aussi de repos parce que c'est... Faire un an à Nîmes Olympique, je pense que c'est 4 ou 5 ans ailleurs. Donc j'ai perdu pas mal d'énergie, il faut que je me ressource. Et proposition avait été faite à Jean-Luc Vanocchi de continuer à travailler auprès de Jean-Michel Cavalli. Proposition refusée par donc le désormais ex-entraîneur du Nîmes Olympique qui a souhaité bonne chance à son successeur, mais il ne souhaitait pas poursuivre au sein du staff. Il a assuré qu'il y avait un risque de confusion, notamment au niveau des joueurs. Les binômes, ça ne fonctionne pas toujours très très bien à son avis. Et puis, il estime également que sa crédibilité était engagée compte tenu donc de ce mauvais début de saison. Voilà, merci en tout cas à Jean-Luc pour ce qu'il a pu faire
au Nîmes Olympique. Message personnel, bien sûr, mais pourquoi pas, puisqu'on lui doit, pas lui tout seul, mais en grande partie, cette montée en Ligue 2 de la saison dernière, cher Christophe. Et puis après l'ancien entraîneur du Nîmes Olympique, place au nouveau venu Jean-Michel Cavalli, le père de Johan, qui a évolué par le passé sous les couleurs du Gazélec Ajaccio, une formation qu'il a également entraînée au même titre que le Racing Club de Paris ou encore Lille. Un homme de terrain qui a multiplié les expériences professionnelles à l'étranger, remportant notamment le championnat et la Coupe d'Arabie Saoudite avec le club de Riyad en 1994. Demi-finaliste de la Coupe de la Ligue avec Ajaccio, c'est également lui qui a conduit le club corse lors de sa montée en Ligue 2, un homme de challenge qui entend bien sauver la saison du Nîmes Olympique et assurer le maintien. Je vous propose d'écouter sa première interview en qualité de coach nîmois. Vous avez dit que vous alliez être radical, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tout le monde s'engage avec le cœur, s'engage avec aucun état d'âme et que tout le monde tire dans le même sens. Est-ce que le maintien est possible? Statistiquement, ça n'est jamais arrivé. Quel peut être le secret de Jean-Michel Cavalli? Écoutez, les couleurs, ce sont les mêmes. Quand j'ai eu Lille, statistiquement, l'équipe avait écrit qu'en 18 ans, personne n'avait réussi le challenge. Et en fin de saison, nous avions fini autre part, puisque nous avions fini 13e. Donc pourquoi pas à Nîmes? Maintenant, la situation est compliquée, il est évident. Mais vous savez, Nîmes, c'est quand même un grand club. Donc il faut tout faire pour essayer de le sauver. Et tout faire, il faut que tout le monde nous suive. Qu'est-ce qu'il a manqué à Jean-Luc? Un peu de chance, quelques joueurs? Vous savez, sur les statistiques, il est évident que il y a eu parfois des situations qui n'ont pas été à son avantage, un poteau contre, lui de l'autre côté le poteau il rentre, des décisions qui parfois une main, le but est accordé alors qu'il y a main, lui hors-jeu qui est refusé alors qu'il n'y a pas hors-jeu, il y a eu des circonstances. Ensuite, il ne faut pas se cacher derrière un petit doigt. Il y a des statistiques qui parlent aussi. Plus mauvaise défense, plus mauvaise attaque. Bon, il y a des choses à rectifier aussi. Il a perdu des joueurs. Est-ce qu'avec ces joueurs-là, la défense et l'attaque auraient été peut-être plus équilibrées? C'est sa première année, ça a été la première année du club aussi, ça fait très longtemps qu'il avait disparu de la scène professionnelle, c'était pas facile non plus, mais il a manqué très très peu de choses. Jean-Luc, j'ai vu jouer son équipe à sa reprise, jouer très bien, dont le derby à Montpellier. C'est quand même une équipe qui a montré un visage quand même très intéressant. Donc je pense que malheureusement il paye cash, lui il a voulu aussi, mais moi j'aurais en tous les cas bien voulu continuer à travailler avec lui, parce qu'à tous les deux nous aurions eu une force supplémentaire. Par contre, ce que je peux vous garantir et vous affirmer, c'est que la philosophie du football elle est celle-ci. Dans tous les clubs du monde, je pèse bien mes mots, il y a toujours 2 ou 3 qui sont là en train de pleurer. Et pourquoi je joue pas? Et pourquoi celui-ci joue? Mais c'est pas propre au Nîmes Olympique. Je l'ai vécu. Donc forcément, je vais le trouver. Donc moi, je préfère anticiper les choses. Celui qui n'acceptera pas le statut de remplaçant, celui qui n'acceptera pas le statut de s'entraîner, de ne pas être remplaçant et de jouer avec la CFA, je vais le lui dire avant la trêve, pour que s'il veuille s'en aller, il puisse le faire. Parce que c'est pas avec ça qu'on va se maintenir. On va se maintenir avec des garçons qui vont aller dans le même sens et qui vont dire le jour où le coach va m'appeler, je vais être prêt. Et nous aurons normalement Jean-Michel Cavalli demain sur le plateau de Croco Hebdo, Christophe. Le rendez-vous du mardi soir à partir de 21h. Un mot sur l'actualité nationale avec le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, vous le savez, qui ne dévoilera finalement pas sa réforme de la classe de seconde demain mardi. Une décision qui fait suite à 3 jours de réflexion et de discussions communes avec le chef du gouvernement. Depuis vendredi, nous avons le sentiment qu'il y avait un point de fixation dans les mouvements sociaux autour de la réforme du lycée, a confié le ministre de l'Éducation nationale, dont la réforme du lycée sera donc reportée de quelques mois. Les réactions justement des lycéens nîmois dans ce sujet d'Yvonique Ségouin. Et Christophe, on m'a fait signe en régie pour me dire que le sujet n'est pas tout à fait terminé. Alors on va enchaîner, on reviendra effectivement sur le mouvement des lycéens
forcément avant la fin de ce journal. Je l'ai vu, il est presque prêt le reportage. Alors on va enchaîner avec bien notre sujet d'actualité. Quelques jours après le vote du budget, l'actualité revient sur le Conseil général du Gard qui va se voir confier de nouvelles missions. Un déplacement de compétences que conteste le syndicat national des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment concernant les préconisations du rapport Varinard qu'il estime trop axé sur le répressif. C'est pour cette raison que le personnel a observé ce lundi un mouvement de grève afin de justifier sa position sur le sujet. Alain Bonnet les a rencontrés. Mouvement de grève commencé ce jour par le personnel de la PJJ, entendez protection judiciaire de la jeunesse, et ce suite aux propositions de la commission Varinard, chargée par la ministre de la Justice de réformer l'ordonnance de 45. Là où on faisait de l'éducatif, on passerait à une réponse qui serait essentiellement répressive. Et d'autre part, notre administration a décidé à marche forcée, sans aucune concertation, de mettre en cause la double compétence de notre administration, qui aujourd'hui est compétente dans le domaine civil de protection et dans le domaine répressif de la sanction et de l'ordonnance 45. Elle a décidé que désormais, nous serions tout axés vers le pénal et vers les mesures répressives à l'égard des jeunes et non plus vers des mesures de protection. D'autre part, la PJJ va se voir retirer ce rôle de protection qui est à l'origine de sa vocation au profit du Conseil général, ce qui n'enchante pas ni l'un ni l'autre pour une passation probable sans concertation. L'État se déleste aujourd'hui d'une de ses prérogatives dont on estime, nous, qu'elle importe aussi au service public d'État, qui est effectivement de prendre en charge des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, qui sont des mesures prises dans le cadre de l'article 375 et suivant du Code civil, c'est-à-dire des mesures de protection. Tous les projets montés à ce jour pour les jeunes et leurs familles risquent d'être sans suite si la PJJ n'est plus mandatée par l'État pour gérer le social au profit du pénal. Je vous laisse imaginer ce que pour une famille ou des jeunes en difficulté, le fait d'avoir pris du temps pour travailler avec eux un certain nombre de projets, un certain nombre de perspectives, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que du jour au lendemain, de leur dire que voilà, ils ont certainement besoin qu'on continue à s'occuper d'eux, mais que nous, on ne peut pas le faire, et que donc c'est d'autres qui vont prendre le relais, et qui peut-être ne pourront pas prendre le relais dès maintenant, mais prendre le relais dans plusieurs mois. Le Conseil général va être amené à régler tous les frais de prise en charge des mineurs, ce qui risque de coûter cher à celui-ci, qui, comme la PJJ, estime que l'ordonnance de 45 est remise en cause. Aujourd'hui, il y a un transfert de mesures qui jusque-là a été financé par la PJJ, qui tombe dans l'escarcelle du Conseil général et qui aura des incidences financières lourdes, puisque notamment la prise en charge des jeunes majeurs sur décision de justice et demain les assistances éducatives en milieu ouvert, pour un montant de 800 000 € serait désormais, si l'on en croit les derniers textes, à charge des conseils généraux. Aujourd'hui, quelque 65% du personnel est en grève sur 120 employés. Début janvier, la PJJ en Assemblée générale va étudier les suites à donner qui seront à la hauteur des enjeux et pourquoi pas repartir en grève pour sensibiliser l'opinion publique, les magistrats et les élus. La boutique de gestion de Nîmes a organisé ce lundi une rencontre à la faculté Vauban. Différents acteurs étaient présents pour dialoguer sur les quartiers d'entrepreneurs à la suite de 10 années d'action en faveur de la création d'entreprises dans certains quartiers difficiles. Le reportage est signé Alain Bellon. C'est un bilan concernant la période de 1996 à 2006. Pas moins de 206 entreprises ont été créées et accompagnées dans ces 10 ans. L'enquête menée avait un but bien précis. Chercher à apprécier en fait quelle était la pérennité des entreprises que nous avions accompagnées et qui ont effectivement été créées. En moyenne sur ces entreprises-là, alors que certaines sont très anciennes puisqu'elles ont une dizaine d'années, le taux de pérennité est effectivement de 60%, c'est-à-dire 6 entreprises sur 10 existent toujours. La boutique de gestion de Nîmes est présente dans différents quartiers bien précis de Nîmes. Val-de-Gour, Pissevin, Chemin Bas et Mas-de-Mingue. Tous ces lieux correspondent au contrat urbain de cohésion sociale de la ville de Nîmes. Ces quartiers souffrent essentiellement des problèmes d'emploi et on arrive à contourner ces problèmes grâce à la création d'entreprises, bien entendu, sur ces quartiers. Je pense à ces jeunes des quartiers qui décident de créer une entreprise. Il est bien que des collectivités, que des associations les suivent.
Parce que le plus dur, c'est pas de créer une entreprise, c'est de la pérenniser, comme vous vous en doutez. L'entreprise Vega Informatics, créée en 2007, est soutenue par la boutique de gestion. On a fait appel à eux parce qu'on n'avait pas une idée comment on peut créer une entreprise justement, et eux, on a trouvé toutes les réponses qu'on avait besoin. On les a vues avant la création et jusqu'à maintenant on est suivi encore par eux. L'entreprise Vega Informatics a été lauréat national des talents de cité 2008. 10 ans ont passé, l'avenir de la boutique de gestion passera-t-elle par un nouveau découpage du secteur concernant le contrat urbain de cohésion sociale? C'est la grande question qui est en débat actuellement. C'est que si vous voulez, il y a une sorte de jalousie des quartiers qui ne sont pas classés prioritaires parce que malheureusement avec la crise qu'on traverse, finalement tous les quartiers sont en difficulté. Donc là je ne peux pas m'avancer aujourd'hui, il y a une réflexion qui est en cours. Mais il ne faut pas oublier que des quartiers comme Val-de-Gour ou Pissevin par exemple souffrent quand même de ces difficultés depuis une trentaine d'années. Donc il est normal que les politiques soient à leur côté et les aident. C'est de pouvoir améliorer, on va dire, encore ce taux de création et permettre à d'autres nouveaux candidats sur ces quartiers de pouvoir révéler leurs talents. Et on n'a pas tout à fait fini ce journal, Christophe, mais on va quand même ouvrir la page taurine en attendant de retrouver le sujet sur les lycées, avec notamment la présentation de ce magnifique ouvrage de nouveau. Terre taurine de notre ami André Viard, c'est le numéro... Non, ça c'est pas 15, c'est l'opus 20, c'est sur la tranche du livre. Voilà, et c'est entièrement consacré à l'élevage des miours. Un très beau trimestriel qui nous plonge encore une fois. C'est un véritable livre à chaque fois. Hein. Aux origines du taureau de combat, avec 150 pages dédiées à l'histoire de cet élevage bien mythique de miours, qui nous plonge dans 150 ans d'histoire de ganaderie au sein de l'Andalousie. Un très beau livre signé André Viard que je vous invite à retrouver en kiosque. Terre taurine, mais vous voulez nous parler de l'Union des villes taurines de France. En effet, Pierre-Paul, qu'ils soient maires, adjoints à la tauromachie, conseillers municipaux en charge des traditions taurines ou encore directeurs d'arènes, ils étaient tous présents ce week-end à Arles pour la tenue de l'Assemblée générale de l'Union des villes taurines de France. En présence de professionnels taurins de tous bords, les instances françaises et espagnoles de la tauromachie ont évoqué les points majeurs qui ont structuré la saison française, notamment concernant l'amélioration nécessaire du tiers de pique, des débats animés auxquels nous avons assisté avec Nicolas Penchino. Créée en 1966, l'Union des villes taurines de France célébrait ce week-end son assemblée générale à Arles. C'est dans le grand amphithéâtre de l'espace Van Gogh que 46 représentants de villes taurines françaises ont échangé sur les enseignements de la Temporada 2008 en matière de défense de l'éthique du spectacle, de son évolution technique, mais aussi de sa place économique et sociale au sein des férias du Grand Sud. Un appel à défendre la tauromachie. L'art tauromachique dans toute sa dimension, qu'elle soit celle bien sûr du spectacle, mais aussi bien évidemment des élevages tels qu'ils peuvent être présents français sur notre territoire, et troisièmement faire en sorte que l'on puisse trouver un équilibre, je dirais, dans cette dimension que prend la tauromachie dans chacune de nos villes. C'est une dimension qui est culturelle, c'est une dimension qui est économique, c'est une dimension donc politique, et en cela on doit trouver et à la fois les relais auprès des pouvoirs publics qui sont ceux de la nation, auprès du gouvernement, mais aussi auprès de la Commission européenne. En 2008, l'UVTF a procédé à l'analyse de 60 paires de cornes de taureaux braves afin de vérifier l'intégrité des armures avec un chiffre encourageant de 77% de résultats favorables. On y a également parlé du tiers de pique, présenté comme en déliquescence par plusieurs associations d'aficionados et sur lequel les élus des villes taurines entendent se pencher en privilégiant dialogue et concertation. On voit que les problèmes en commun sont très nombreux. Et les inquiétudes sont à peu près les mêmes. Donc tout le monde tend vers le même point. En particulier, cette décision, je crois, importante et opportune et quasiment obligatoire aujourd'hui de créer un consensus pour essayer d'avancer sur ce problème récurrent de la perte un petit peu de qualité du premier tiers et du tiers des piques. Tout le monde est conscient que c'est quelque chose qu'il faut revoir, qu'il faut défendre. Dès le début de l'année 2009, se réunir
réunir une cellule de réflexion avec les Espagnols et proposer quelque chose qui sera après adopté dans notre règlement. Ça, c'est capital. Des améliorations qui passent également par la lisibilité des villes de culture et de tradition taurine, avec la création prochaine d'un panneau spécifique à l'entrée des communes, des examens vétérinaires menés de pair avec l'INRA, mais aussi un renforcement des conditions de sécurité dans les courses de promotion de la tauromachie qui cimentent l'affition de demain. Plus de responsabilité et d'union entre les villes taurines, l'appel du pied vers Nîmes est clairement fait. Le maire d'Arles, Hervé Schiavetti, président de l'UVTF, souhaitant apaiser les esprits 3 ans après l'exclusion de la capitale gardoise pour la programmation d'un élevage sanctionné par l'association. L'appel est clairement lancé, on souhaite que la ville de Nîmes revienne à nouveau dans l'association, vienne à nouveau, tout simplement parce que c'est important pour nous de fédérer et de montrer l'unité des points de vue dans la diversité des propositions qui peuvent être faites. Et on a retrouvé, cher Christophe, le reportage sur les réactions syndicales, les réactions de lycéens après la déclaration d'aujourd'hui de Xavier Darcos, qui donc ne renonce pas forcément à sa réforme, mais en tout cas a assuré qu'il fallait prolonger les réflexions et les débats et les analyses avec les différentes parties prenantes. On écoute donc ce sujet d'Yvonique Séguin qui a tendu son micro à des professeurs et à des lycéens. Après plusieurs journées de mobilisation des lycéens contre la réforme Darcos, ce matin, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le report de la réforme du lycée. J'ai simplement annoncé aux lycéens ce que le ministre a dit tout à l'heure, à savoir qu'il reportait la réforme, sa mise en œuvre, pour laisser justement plus de place à la concertation de tous les acteurs de l'établissement, pour que cette réforme corresponde mieux aux objectifs visés initialement et mieux comprise surtout par tous les acteurs. Donc je souhaite effectivement maintenant que les lycéens cessent le mouvement et reprennent les cours. C'est dans leur intérêt aussi. Ils seront prochainement consultés, je l'imagine. C'est ce que notre ministre a dit en tout cas. Au-delà d'une éventuelle incompréhension, cette suspension de la mise en place de la réforme ne semble pas satisfaire les lycéens. Je sais pas, après le mépris qu'il a affiché ouvertement pour les élèves, pour les professeurs, pour les parents d'élèves, avec cette réforme imposée. Là, il la décale de 6 mois. Oui, d'accord, c'est pour l'année prochaine. Mais si c'est la même chose, nous, on n'en veut pas non plus. C'est tout. Un pas en arrière qui n'affaiblira pas la veille du corps enseignant et des lycéens. La vigilance reste de mise. Contenté de simplement avoir annoncé depuis Israël où il se trouve actuellement, que la réforme est reportée. Il va falloir qu'il précise sa pensée et à partir de là, notre action sera plus simple à déterminer. Il a été décidé principalement de continuer à bloquer les lycées, en sachant que pour l'instant, notre ministre de l'Éducation a juste repoussé sa réforme. À suivre donc demain, savoir ce que feront les lycéens s'ils continueront à bloquer les lycées, notamment à Nîmes. Vous avez des chiffres pour finir ce journal, Christophe? En effet, Pierre-Paul, les chiffres de la sécurité routière dans le Gard ont été communiqués ce lundi par la préfecture du Gard concernant le mois de novembre 2008. Sur les 11 derniers mois de 2008, donc le nombre d'accidents et de blessés diminue de 6,9% et de 5,1% par rapport à la même période l'année dernière. Le nombre de tués reste constant par rapport à la même période l'an passé. Et contrairement à cette tendance, le mois de novembre 2008 connaît une augmentation du taux de mortalité sur les routes du Gard par rapport à novembre 2007. En effet, 9 personnes ont trouvé la mort sur les routes du Gard en novembre 2008 contre 6 en novembre 2007. Dans 3 cas, la présence d'alcool et de stupéfiants a été détectée. Et puisqu'on parle bien de la sécurité routière, nous allons rester dans le domaine des transports avec, vous le savez, l'actualité qui concerne les trains suite aux intempéries. Quelques informations qui ont été communiquées par la SNCF concernant la journée du mardi 16 décembre 2008. Plusieurs lignes ferroviaires dans la région Languedoc-Roussillon verront leur trafic perturbé. Des trains supprimés, ou en tout cas en partie, sur certains tracés. Par exemple, il y aura les trains
trains seront supprimés au-delà de Millau sur la ligne Béziers-Clermont-Ferrand. La circulation se fera de Béziers jusqu'à Millau. Concernant Nîmes, on peut également noter bien que sur la ligne de Nîmes à Mende, que la circulation se fera de Nîmes jusqu'à Génolac et que la partie entre Génolac et Mende sera donc supprimée. Un numéro de téléphone est mis à la disposition des usagers. C'est le 0891 700 900. Je répète, 0891 700 900. Et puis bien évidemment, vous pouvez vous reporter au site internet le www.ter-sncf.com pour plus de renseignements, en plus des informations qui vous seront communiquées dans les gares de la région Languedoc-Roussillon. Merci Christophe pour toutes ces informations, bien sûr, qui concernent notamment pour la météo, plus particulièrement les Cévennes, la Lozère, touchées par les chutes de neige ce week-end. Quant à nous, ce journal est terminé, les aléas du direct aussi, à 21h. Diffusion du match de handball HBCN Fleury-les-Aubrais avec cette victoire serrée, mais un match intéressant des Nîmoises. Dans un instant, le carrousel. Demain, 18h45, les aléas du direct, tous à la soie avec Frédéric Siller. Merci encore à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télémiroir.